collègues. Bonjour Monsieur Eric Noët. Bonjour Madame Augustin. Vous êtes professeur des universités à l'Université des Antilles, spécialiste de la question de l'esclavage et de l'homme noir à l'époque moderne et contemporaine. Dans le cadre de la production de ressources scientifiques permettant d'éclairer les programmes d'histoire de collège et de lycée, vous avez bien voulu répondre à quelques questions concernant l'esclavage, thème qui est encore aujourd'hui sensible à l'origine de l'expérience historique fondatrice des sociétés caribéennes. Alors ma première question, l'esclavage en tant que tel n'est pas une spécificité de la colonisation européenne de l'époque moderne, mais quels éléments en font cependant sa singularité à cette époque? Alors, effectivement, l'esclavage n'est pas une spécificité européenne. D'abord, on peut rappeler que dans le temps, il y a un héritage très ancien, issu de l'Antiquité, et qui a traversé le Moyen-Âge malgré la christianisation. On a un esclavage en Europe orientale, le mot slave en dit tout le poids. À l'époque moderne, il connaît une nouvelle dimension. Alors, bien entendu, d'un point de vue centré sur l'Occident, on voit avant tout un esclavage qui a animé la traite négrière. On peut, pour donner une carte relativement globale de cet esclavage, dire qu'il y a trois zones majeures à l'espace planétaire qui sont un esclavage africain, interne entre les régions d'Afrique, un esclavage qui concerne aussi l'océan Indien, animé par les populations arabes et centré sur certains comptoirs tels que Zanzibar, et il y a enfin un esclavage atlantique qui est celui qui nous rapproche aujourd'hui. Alors cet esclavage transatlantique, il a ceci de spécifique qu'il a été véritablement très organisé, je dirais même rationalisé, suivant un schéma qui, d'itinéraire au départ assez aléatoire, je pense aux 8 Portugais par exemple, est devenu ce qu'on appelle de façon inexacte la traite triangulaire, alors que le véritable nom est le commerce circuiteux. Dans l'esprit du temps, on faisait un circuit qui a duré donc du XVe siècle, ses débuts, jusqu'au début du XIXe siècle, époque où la traite devient illégale. L'abolition ratée de 1793, en tout cas pour la Martinique, est souvent oubliée. Doit-on pour autant minimiser son impact? Alors tout d'abord, l'adjectif raté me pose un petit peu problème, dans la mesure où tout le monde ne considère pas cette abolition comme ratée. Et il est vrai que la première abolition a été bien malmenée du fait même qu'elle n'a pas eu un devenir au-delà de ce fameux rétablissement de 1802 et que du coup on peut se demander si véritablement elle a un sens. Aimé Césaire l'a un petit peu égratigné en disant qu'effectivement elle n'était qu'une farce. Alors elle n'a pas été une farce pour tout le monde. Il faut tout de même souligner que à la Guadeloupe, par exemple, en Guyane, de même, elle a pu aboutir. Et le mouvement qui s'est engagé à Saint-Domingue a permis tout de même, dans l'émergence d'Haïti, la véritable naissance d'un État où pleinement l'esclavage était aboli. Donc il y a tout de même ces éléments. Il est pourtant clair qu'à la Martinique, effectivement, la Martinique restait sous le parapluie monarchique, on pourrait dire, quelque part avec une Angleterre qui continue à la dominer, n'a pas vécu ce processus d'abolition. Alors là, en fait, on pourra dire qu'effectivement, l'abolition est ratée au sens où les colons, et en particulier les Dubuques qui ont ouvert l'accès à l'île aux Anglais, ont fait que, clairement, les planteurs blancs ont préféré rester sous le giron britannique et anglais pour garder l'esclavage plutôt que de se retrouver dans une république qui allait tout simplement abolir ce qui était leur moyen de production. Donc à ce niveau-là, effectivement, il y a un véritable échec. Alors ce que je pense qu'il faut tout de même faire, pour ne pas en minimiser l'impact précisément, c'est rappeler que cette première abolition de 1794, au sens où, effectivement, elle est engagée en 1993, elle est actée par la loi de Pluvieuse-Rang II, donc février 1794, est le résultat d'un long processus et un processus double. C'est-à-dire qu'il y a une matrice métropolitaine, effectivement, engagée avec la fameuse Société des Amis des Noirs de Brissot, et qui aboutit à un premier résultat, c'est-à-dire la pleine citoyenneté pour les libres. Et de ce mouvement, eh bien, est issu un second, puisque les uns obtiennent la pleine citoyenneté, pourquoi est-ce que les autres n'obtiendraient pas la liberté tout court?
à l'amour même de la citoyenneté. Donc il y a cette première matrice. Et puis dans les îles mêmes, il y a l'autre aspect, c'est-à-dire les esclaves eux-mêmes dans les plantations, qui faute de savoir lire avaient tout de même des oreilles et entendaient bien tout ce qui pouvait être colporté depuis la métropole. Un formidable mouvement s'est engagé dans les habitations qui fait que, de bouche à oreille, c'est le cas de le dire, il y a eu une action véritable, laquelle a abouti effectivement en 1793 à un mouvement actif d'esclaves qui ont, et c'est tout à leur honneur, participé au salut de Saint-Domingue pour permettre que celle-ci, justement, ne connaisse pas le sort, par exemple, de la Martinique. Le résultat est que, finalement, ils ont quelque part payé, au sens le plus concret du terme, une abolition qu'ils ont obtenue du représentant français dans l'île Sontonax dès la fin de l'été 1793, et que pouvait faire la République autrement à Paris que de reconnaître le résultat. Et donc la loi de février 1794 a finalement sanctionné, donné son aval à la disposition prise dans l'été précédent. Et donc je pense qu'il faut donner une reconnaissance à l'un et à l'autre mouvements qui ont permis cette première abolition, même si des événements contradictoires ultérieurs, la contre-révolution, l'ont annulée. En Martinique, l'impératrice Joséphine a parfois été accusée d'avoir encouragé le rétablissement de l'esclavage. Quel est votre point de vue d'historien à cet égard? Alors à cet égard, j'aurais une position, je dirais, dans la continuité de ce qui a été avancé précédemment. Je pense en particulier à ce qu'avait pu dire et exprimer Léo Elisabeth à l'occasion du bicentenaire du rétablissement de l'esclavage, 1802-2002, lors d'un colloque qui avait eu lieu à Paris-Saint-Denis, et où cette question même avait été posée. Je pense qu'on peut continuer à s'inscrire, c'est loin d'être dépassé, en ce sens. En un mot, Joséphine appartenait effectivement au sérail. Elle est la femme du premier consul devenu chef de l'État, à part entière, bientôt empereur. Or, elle est issue, on le sait, du milieu planteur, appartient à ce milieu qui a nourri le club Massiac, c'est-à-dire, on pourrait dire, la société des ennemis des Noirs, au sens où eux voulaient bien le maintien de l'esclavage. Elle appartient à ce milieu par sa naissance, par son mariage, par son entourage familial et social. N'oublions pas que c'est ce même milieu qui lui a permis de sauver sa vie. Au moment de la Révolution, le lobby colon a été très fort pour pouvoir sortir et faire échapper à la guillotine un certain nombre de planteurs. Donc ce mouvement est en pleine réaction à la fin de la Révolution française. Elle appartient à ce mouvement. La question qu'on peut se poser, a-t-elle eu une implication directe ? Alors, à titre personnel, elle n'a pas pris part à l'action politique. Il faut bien souligner une chose, c'est que Bonaparte était loin de partager le pouvoir, et encore moins avec les femmes qui étaient autour de lui en termes de décision politique. En revanche, même si elle n'a pas directement elle-même participé au débat, il est patent que dans le clan beauharnais, il y a eu des proches parents qui ont poussé à cette action. Je pense par exemple à son beau-frère François de Beauharnais, l'aîné des Beauharnais, puisqu'elle-même avait épousé Alexandre le Cadet, est quelqu'un qui, déjà député pendant le début de la Révolution française, est très engagé dans le sens de la réaction et va être de ceux qui veulent absolument récupérer tout simplement ce qu'ils ont perdu. Il faut souligner davantage, au-delà de la famille, des milieux portuaires avec lesquels Joséphine était alliée. Il y avait déjà par mariage même du côté des Beauharnais avec des planteurs et négriers nantais, des alliances qui font que justement il y avait l'influence de ce lobby des milieux d'affaires par son biais auprès du pouvoir politique. Et puis il y a eu une décision indirecte dans le sens où le nouveau personnel du régime consulaire a besoin d'une bureaucratie, et on retrouve dans l'ancien régime d'anciens fonctionnaires qui vont retrouver leur place, et on retrouve des hommes d'ancien régime qui sont directement au ministère de la Marine et influent sur les nouveaux choix politiques. De Cresse, par exemple, et de ceux qui, à ce ministère, jouent un rôle très fort. On retrouve également dans les années 1770 Villemain de Vèvre, et ce Villemain de Vèvre, joue à nouveau un rôle en reprenant sa place, tout simplement dans les années 1800. Donc finalement, au même titre qu'il y avait une police des Noirs d'Ancien Régime pour contraindre
le noir, eh bien, on retrouve ces mêmes formes avec les mêmes têtes. Voilà, donc pas de rôle, je dirais, direct, mais un milieu qui s'est servi d'elle et qui lui a fait un rôle qu'elle-même n'a pas personnellement activé. L'année 1848 est une date symbolique. Marquait-elle une rupture radicale ou une certaine forme de continuité? Je m'explique. Un mouvement de fond de libération des esclaves ou d'émancipation n'était-il pas déjà lancé? Effectivement, 1848 est une date symbolique. Le printemps des peuples vaut pour l'Europe, il vaut aussi du coup pour les Amériques. Est-ce qu'il marque une rupture radicale ou une forme de continuité? Par rapport à la question qui nous intéresse, il faut souligner, et je pense à cet égard comme Nelly Schmidt qui a beaucoup travaillé sur l'entre-deux abolition, qu'en réalité, après ce qui avait été la semi-réussite de 1794, il y a quand même eu des restes. Et au-delà de l'Empire, qui marque effectivement un temps d'arrêt, il y a doucement une reprise de la réflexion qui va aboutir à 1848. Et c'est particulièrement vrai en Martinique, puisque la Martinique n'a rien reçu de 1794 dans le sens d'une émancipation. Alors, sans en donner une chronologie détaillée, on peut dire déjà que même durant la période de Napoléon Bonaparte, il y a eu des mouvements. Celui de Jean Quinat, par exemple, au tout début du XIXe siècle, qui essaye de faire lever un peu cette population pour émanciper, obtenir quelques droits, puisque rien n'avait changé. Le mouvement échoue, mais après 1815, effectivement, les choses vont pouvoir repartir dans le cadre de ce régime nouveau, celui de la Restauration. Alors, il y a une action qui est métropolitaine au niveau des ministères et il y a une action qui est locale. Alors, on ne peut que penser effectivement à ce qui a été l'action localement de, je pense à Cyril Bicêtre par exemple, qui a joué un rôle très actif et dont la fameuse affaire dit bien tout le travail qui restait encore à faire, que celui de cet homme qui ne voulait que faire reconnaître les droits réels qu'avaient des hommes de couleur déjà libres, et d'autre part permettre une émancipation de ceux qui étaient encore esclaves. Or, son action en 1823 pour avoir écrit un pamphlet dont il n'était peut-être pas entièrement l'auteur, lui a valu une lourde condamnation, un marquage humiliant offert, et finalement, il a été envoyé en métropole où son action a pu être réhabilitée, mais le mal était tout de même largement fait. Alors par la suite, il revient, et là on a tout de même eu, en 1823, donc dans les années qui suivent, véritablement l'amorce de quelque chose de nouveau, une prise de conscience, je pense, qui est importante. Les lois vont évoluer progressivement jusqu'à 1848. On ne peut penser qu'aux lois Maco, par exemple, de 1845, qui sont déjà une avancée, déjà un travail préparatoire, d'autant qu'on voit que dans les pays voisins, les choses ont déjà aussi largement évolué. Donc la loi Maco, sans donner tous les détails, sont la reconnaissance de la possibilité du mariage, d'avoir un lopin de terre, d'avoir une limitation du temps de travail à 9h30 journalière. Alors ça, ce sont de réelles avancées, et on est plusieurs années avant 1848. Donc sur ce point, on peut dire que localement, et avant même que la loi Schellcher soit adoptée, il y a eu un fort travail progressif dans les décennies précédentes. A l'inverse, l'année 1848 marque-t-elle une véritable liberté à tous les niveaux? Faudra-t-il attendre la Troisième République pour que les esclaves affranchis goûtent vraiment à la liberté? Effectivement, il ne suffit pas qu'une loi soit imposée pour qu'elle soit automatiquement appliquée, et surtout que la société suive. Et il y a eu effectivement un certain nombre d'années compliquées. Il faut d'abord souligner une chose, c'est que 1848, parce que c'est la date d'une abolition durable, crée un problème économique terrible et introduit du coup une main-d'œuvre de substitution qui fait que brusquement les mouvements migratoires qui avaient cessé s'amplifient avec l'arrivée de ce qu'on a appelé familièrement les coolies d'origine asiatique, et qui introduisent une nouvelle donne dans l'équilibre démographique, social et dans le fonctionnement économique de l'île. De surcroît, dans une période où le sucre produit selon la tradition pour lui-même n'est plus produit ainsi, avec le développement d'une activité industrialisée dans la forme des rhums. Donc il y a un changement assez important à ce niveau-là. La Martinique n'est pas sans vivre ces bouleversements. Et surtout, du point de vue des mentalités, les choses évoluent très lentement. À cet égard, les mouvements de violence de 1870 en particulier sont une illustration très nette, parce qu'ils montrent que dans ce geste de ces deux béquets qui exigent que justement un homme de couleur leur laisse le passage sur une route du sud de la Martinique,
dit bien qu'il y a quand même une hiérarchie marquée toujours par la couleur qui fait que l'homme de couleur, même libre et entrepreneur, doit se soumettre devant l'homme issu du monde de la plantation et de l'Ancien Régime, ce qui déclenche un mouvement extraordinaire, d'autant qu'on attendait qu'après un jugement injuste, il y ait cassation en métropole, ce qui n'est pas survenu. Le résultat a donc été ce formidable mouvement social du Sud, réprimé violemment, avec 8 condamnations à mort et avec des peines d'emprisonnement, avec également des exils vers la Nouvelle-Calédonie notamment. Et quelque part, on rejoint aussi des formes de blocage qui sont vécues également en métropole, non pas sous l'angle de la couleur, mais sous tout le problème d'une hiérarchie sociale, d'un étagement qui a du mal à vivre tous ces bouleversements. Mais donc, pour revenir à notre terrain, il est effectivement vrai que les choses se sont passées doucement et avec des secousses de ce type. Et il faut attendre encore la période suivante pour que la décantation se fasse complète. On associe souvent abolition, république et liberté. Pourtant, cette association n'est pas si évidente que cela, comme par exemple lors des abolitions dans les autres empires coloniaux européens qui n'étaient pas des républiques. Alors, quel est le rôle véritable de la République française et des révolutions de 1789 et de 1848 ? Il est vrai que la République n'a pas l'apanage de l'abolition et qu'à la même époque, d'autres pays, on ne peut penser qu'à l'Angleterre proche, ont été confrontés au même problème. D'ailleurs, bien avant l'abolition, il y a eu ces mouvements à partir des années 1770 qui ont été interrogés en Angleterre sur cette question. Est-ce qu'une société coloniale sans esclaves ne serait pas plus rentable qu'une société coloniale avec esclaves? Et je pense évidemment à ce titre, The Wealth of Nations, la richesse des nations, qui est un électrochoc, traduit de l'anglais en français par la volonté de Turgot. Et vous voyez deux choses. D'une Angleterre qui est une monarchie libérale à une France qui est encore absolutiste, on trouve des esprits assez réfléchis pour s'interroger, peut-être pas avec la plus grande humanité, mais au moins dans un souci économique, sur la possibilité d'émanciper. Donc déjà, avant la République même, les monarchies, et la monarchie française finissante, ont avancé un processus, c'est vrai. Alors, les débuts même de la Révolution française montrent que sans même que la République soit encore installée, du mouvement de 1789 avec les Brissotins, avec les Girondins, en fait, on a véritablement l'amorce d'un mouvement. Et je rejoins à ce que je disais dans une précédente question, c'est tout de même de cette Société des Amis des Noirs, animée par ce même Brissot, qu'émerge une première action qui a été la pleine citoyenneté accordée aux libres. Et cela est accordé quelques semaines avant que la République ne soit installée, puisque c'est au printemps 1792 que justement la pleine citoyenneté est reconnue aux libres de couleur. Et donc, lorsque la République est proclamée en septembre de la même année, eh bien, elle s'inscrit dans la continuité d'un travail déjà engagé, et du coup, des libres de couleur pleinement devenus citoyens, arrive cette demande de ceux qui sont encore esclaves et qui veulent les deux éléments à la fois. La République accompagne, je dirais, le phénomène. Et en même temps, la République est quelque part belle parce qu'elle est composée d'hommes et ils ne sont pas tous les mêmes. On a beaucoup stigmatisé l'absence de Robespierre dans les journées de février 1794. Lorsque quelqu'un monte à la tribune pour accueillir les députés qui viennent de Saint-Domingue, on parle de la députation tricolore, puisqu'ils sont trois et des trois couleurs, donc noir, blanc et métis. C'est Danton qui prend la parole en disant « Nous avons donc des représentants des trois couleurs des colonies ». Claude Vanquet, historien de la Réunion, a parlé du silence assourdissant de la montagne, pour dire que les montagnards, pourtant les plus à gauche, eh bien, n'étaient pas les plus pressés pour soutenir ce nouvel accueil et pour donner la parole tour à tour aux trois hommes, blancs, noirs et de couleur. Alors, ça interroge aussi les individualités. Ça interroge, je pense, autant de cas de figure qu'il y a de cas de républicains. Marat a été pleinement engagé et a véritablement voulu aller jusqu'au bout du mouvement. Robespierre était sans doute plus timide, influencé aussi par des colons déguisés en homme de gauche. Je pense à certains planteurs qui avaient réussi justement à s'infiltrer jusque dans l'entourage de la montagne, donc comme Duny. Et du coup, vous voyez, cette République, elle est faite de tous ces gens. Donc, présenter une République comme unique et massive est peut-être dangereux, et il faut peut-être nuancer. Alors, la
République n'a qu'un temps très court, puisque la première meurt avec la Convention thermidorienne, même si elle disparaît complètement qu'en l'an XIV. Mais vous voyez, là on a déjà les éléments qui se retrouveront par la suite de ce que la République est multiple. Comment évolue l'historiographie sur la question de l'esclavage aux Antilles ainsi que sur la traite? Quels sont aujourd'hui les principaux débats et quels sont également les enjeux sociopolitiques actuels liés à ces questions? Alors, plusieurs points dans ce qui est posé ici, à commencer par l'historiographie de la question. Sans faire l'historiographie de la Révolution jusqu'à aujourd'hui, on peut d'abord souligner un phénomène majeur, c'est la rétention des historiens jusque dans les années 1960 par rapport à ces questions de colonisation et d'esclavage. La communauté universitaire elle-même est restée, aussi bien à gauche qu'à droite, très silencieuse sur ces questions. Il est tout de même choquant de voir que des gens comme Albert Soboul, par exemple, qui était titulaire de cette chaire d'histoire de la Révolution française à la Sorbonne dans les années 1960, parle très peu de cette abolition, en particulier de 1794, et que ces questions interrogent assez peu. Alors, les historiens depuis se sont posé la question. On est encore à une époque où la France est encore chargée de ses colonies, et où il est bien embarrassant, dans une période où la décolonisation s'amorce précisément, d'avoir un débat qui puisse réveiller, à un moment où la situation est tendue, cette question. Et on s'aperçoit que l'historiographie s'intensifie, au contraire, après les années 60, sous une influence qui est très nettement anglo-saxonne. Alors, ça n'est pas très surprenant. Il faut penser que, à mon avis, un des ouvrages fondateurs est celui de Cyril James, Les Jacobins noirs. Je le dis dans son titre en français, puisqu'il a été 4 fois édité, et que le livre de 1938 a été à la 4e édition seulement traduit en français. Donc c'est important de le dire parce qu'il a fait véritablement un travail de dépoussiérage des sources, mais lui-même est noir, d'origine antillaise, et vécu en Angleterre, et a voulu porter ce mouvement qui avait interrogé, donc les anglo-saxons, c'est assez naturel compte tenu de leur propre histoire, avant les Français. À partir de là, eh bien, les travaux se sont faits plus intenses, notamment autour du bicentenaire de la Révolution française, il y a eu justement un réveil de cette question qui a suscité des travaux d'historiens. Alors, on a eu à partir de là, en particulier à Paris, Panthéon-Sorbonne, des historiens qui ont travaillé, comme Marcel Dorigny, comme Bernard Guénaud, sur justement la question de l'esclavage, de la colonisation. Il y a eu, je parlais tout à l'heure de la Société des Amis des Noirs, des travaux d'analyse très poussés de cette société. Il y a eu plus récemment, et par les mêmes historiens, un atlas des esclavages qui font que justement toutes ces questions sont aujourd'hui même devenues à la portée du public. Et je souligne toute l'importance aux yeux des enseignants du secondaire d'accéder à ces ouvrages parce qu'il y a véritablement un effort de la communauté universitaire pour justement les rendre accessibles à tous. Ça me semble très important parce que ce sont des ouvrages d'un accès très aisé. Aujourd'hui, je dirais que la question, elle est portée davantage, et on en reparlera sans doute, par celle des mémoires, c'est-à-dire comment utiliser, après l'avoir bien compris, tout ce passé, et comment peut-il porter positivement l'avenir. Voilà pour ce qui est, donc, je dirais, de la question de l'historiographie. Donc, les débats, aujourd'hui, vont dans cette évolution du sens des mémoires, et les enjeux politiques, sociopolitiques, pardon, en découlent assez logiquement. C'est-à-dire, est-ce qu'on livre en pâture tous ces débats mémoriels à des publics qui en sont ignorants, ou est-ce qu'on va faire un travail de décortiquage fin qui va ensuite passer par des filtres, ceux notamment des enseignants du secondaire, pour donner une vision peut-être éclairée et apaisée aussi, et intéressante pour la communauté en général. Le 150e anniversaire de l'abolition a été un grand moment de commémoration en Martinique et en Guadeloupe. Une loi reconnaissant la traite et l'esclavage comme crime contre l'humanité a d'ailleurs été votée. On met chaque fois plus en valeur des lieux de mémoire, on évoque désormais un devoir de mémoire. Dans ce contexte, comment envisagez-vous la place de l'historien? Alors, tout d'abord, je tiens à souligner toute l'importance de mettre en avant les lieux de mémoire. Pour avoir connu et fréquenté les villes de traite et avoir enseigné au Havre, à Nantes, je vois toute l'importance de ce travail, parce qu'il a permis de changer les mentalités. Des villes qui avaient un passé négrier comme le Havre, avec une élite protestante toujours très présente, d'ailleurs localement, fait que
ne pas parler de ces questions aboutissait quelque part à un malaise lorsque l'on abordait les questions d'esclavage et qu'on voyait qu'il était animé par des gens qui parfois étaient issus de ces mêmes milieux. À Nantes, on a une ville qui était la capitale de la traite et qui a été longtemps ignorante de s'en passer. Bordeaux l'a été aussi. Or, les choses ont beaucoup évolué. Dans ces trois villes, pour ne prendre que ces trois exemples, on a mis en avant des lieux qui sont aujourd'hui même devenus des lieux de recherche. Je vais les reprendre toutes les trois, ça me semble très important. Le Havre, sa maison Foch, maison de l'armateur, comme on l'appelle aujourd'hui, est devenu un lieu culturel où sont organisés des débats, où ont lieu des manifestations universitaires et autres, pour justement montrer les avancées de la recherche. Nantes a fait effectivement la même chose, s'est offerte avec son château d'études de Bretagne devenu musée des salles de la traite, qui sont des lieux, même chose, vivants de débat, de discussion. Et la ville de Bordeaux, dans un temps plus récent, a fait effectivement la même chose avec les nouvelles salles du musée d'Aquitaine, qui permettent justement de ne pas dire que Bordeaux n'a été que la ville de la droiture qui importait les produits coloniaux, mais qu'elle a été aussi la deuxième ville négrière derrière Nantes pour faire activer cette traite négrière. Donc il me semble très important d'évoquer et de mettre en avant ces lieux de mémoire et de les rendre accessibles à tous. À partir de là, il y a une autre question qui s'enchaîne, et là je répondrai en tant qu'historien. Que faire de ce travail de mémoire? Le mettre en avant? Faut-il le livrer en pâture justement à tout le monde? Il ne s'agit surtout pas d'avoir un comportement élitiste et hautain, hein, mais avoir au contraire un regard qui soit plus positif en se disant on met en avant une connaissance, on essaye de la faire avancer scientifiquement, et il s'agit à partir de là de la rendre accessible à tous, pour que de surcroît, eh bien, il y ait une analyse qui ne soit pas l'analyse à chaud portée par l'événement qui va faire tilt d'un fait d'actualité, faire dire des inexactitudes sur un passé esclavagiste qui continuera à se reproduire et à l'utiliser à des fins par rapport au racisme notamment. Alors, des historiens s'engagent aujourd'hui dans cette voie, des anthropologues aussi. Je tiens à souligner le travail que fait actuellement Christine Chivalon par rapport à cette question du souvenir à la mémoire. Elle montre une nouvelle génération, je pense, d'approche dans les sciences humaines, en voyant justement deux axes, c'est-à-dire celui du politique, qui peut très facilement, en utilisant sciemment ou non, justement des événements, et manipuler, aggraver des plaies pour justement en faire ressortir pas toujours le meilleur. Et puis il y a l'autre axe, celui, comme elle le dit, du vide anthropologique, c'est-à-dire que reste-t-il en dehors des traces d'archives, mais il y a aussi des douleurs internes, des vécus, des souvenirs familiaux qu'il faut extirper, qu'il faut peut-être vider comme on vide des abcès, pour leur donner aussi leur plein sens et permettre aux gens de se sentir mieux. Donc il y a un travail à faire non seulement au niveau de cette recherche, comme on l'a déjà bien dit, mais autour de l'oralité, hein, pour qu'une expression de toutes ces choses contenues puisse ouvertement s'exprimer, et aussi trouver des canaux pour que tous s'y retrouvent et que ces plaies ouvertes et réglées permettent de repartir autrement. Je pense que ça peut être la conjugaison des deux qui permettra de sortir de ces problèmes par le haut. Vous avez parlé des lieux de mémoire métropolitains. Que pouvez-vous dire des lieux de mémoire en Afrique et chez nous aux Antilles? Alors effectivement, les lieux de mémoire existent sur les trois continents et répondent quelque part à cette circuit triangulaire. L'Afrique a effectivement aussi marqué sa mémoire dans des lieux tels que Gorée, emblématique s'il en est, du point de départ final de l'Afrique vers les Antilles, et depuis plusieurs années déjà, Dakar et l'île de Gorée mettent en avant justement ce passé, avec ces captiveries qui peuvent se visiter, avec des organisations mémoriales. Du côté des Antilles, les choses avancent aussi beaucoup. On ne peut que parler évidemment du Memorial Act qui a été inauguré l'année dernière et qui, à mes yeux, était une nécessité au sens où il permet aussi de marquer la mémoire dans les îles qui sont le point d'arrivée de ce circuit, et en même temps une réussite au sens où ce lieu est un lieu muséal et aussi un lieu vivant au sens de ces musées tels qu'on les fait aujourd'hui, portés par le numérique, avec une interactivité qui permet justement d'associer
l'observation de l'objet, comme dans les musées traditionnels, mais aussi d'être au fait de l'actualité scientifique, de tout ce qui se fait, de tout ce qui se dit. La Martinique prend le même chemin, puisqu'il y a actuellement des projets comparables à la Martinique, dont le dernier d'ailleurs était projeté vers les Trois-Îlets. Donc on ose espérer qu'il y aura un équilibrage, comme il y a eu ailleurs, de part et d'autre de l'Atlantique, entre tous ces groupes mémoires qui sont tous concernés. Merci, monsieur le professeur, pour votre éclairage très enrichissant sur ce thème de l'esclavage. Je rappelle que nos auditeurs peuvent retrouver la liste de vos productions sur notre site, dont l'adresse s'affiche en bas. Encore merci, à bientôt, j'espère. Merci beaucoup, Madame Juston. J'ai été très flatté que vous fassiez confiance donc, à mes connaissances historiennes autour de ces questions. J'ai essayé au mieux, en tant que moderniste, de répondre même au-delà de ce qui était ma période de spécialité. J'espère avoir répondu en ce sens. Je suis à votre disposition, effectivement, pour d'autres collaborations, en direct ou en ligne, comme on a pu le voir ici. J'en profite pour remercier également M. Bertin, inspecteur pédagogique régional, qui a organisé cette rencontre dont tous nous bénéficions. Merci.